Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère. Nous serons avec Arnaud Dumouche et nous parlerons de religion et de NDE. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Arnaud Dumouche, bonjour. Merci de participer à la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonjour Alain, je vous ai au téléphone depuis la Belgique, vous le savez. Oui, alors il fait beau en Belgique? Oh non, c'est catastrophique, c'est vraiment un pays nordique. Actuellement il neige à gros flocons. Bon, Oh là bien, là, on fait avec. remarquez la neige, c'est agréable l'hiver. Oui, voilà, ça va bien au début, c'est ça. Ça va se passer, vous inquiétez pas. Alors, pouvez-vous nous parler de votre parcours? Vous avez fait des études en théologie? Alors, tout à fait. En fait, je suis un théologien catholique, donc l'église catholique. En Belgique, je suis marié, je suis père de famille. Ça existe, c'est possible, parce que la Belgique, comment dirais-je, elle est un pays sous concordat. Et donc, il y a véritablement des enseignements de théologie, de religion, qui sont donnés aux jeunes, mais aussi aux adultes au niveau des universités. Et alors, j'ai toujours voulu faire ce travail-là. Je l'ai fait comme une vocation, véritablement. Oui. Et alors, pour vous dire un petit peu les études que c'est, je les ai fait en France d'ailleurs. Ce sont des études de philosophie d'abord, et ensuite des études de théologie. Mais ce qui intéresse votre émission, c'est que je me suis passionné non seulement pour les phénomènes paranormaux, mais vous allez voir, j'ai écrit une thèse de doctorat sur la vie après la mort dans le catholicisme et les NDE. J'ai eu beaucoup à en parler. Les NDE, donc les Near Death Experience, ce dont vous avez parlé beaucoup dans votre émission. Alors, quel était votre parcours finalement? Comment en êtes-vous venu à la théologie? Qu'est-ce qui vous a poussé finalement? Alors au départ, évidemment, c'est une conversion chrétienne, si on peut dire, c'est-à-dire une découverte de Dieu. Quand j'avais 13 ans, au départ, je ne suis pas chrétien, mais en passant dans une église, après avoir fait une petite bêtise dans un magasin, vous voyez, j'étais un petit voyou, quoi, si on peut dire, j'ai senti une présence et donc je suis devenu croyant. Et ça m'a vraiment bouleversé, ça a changé ma vie. Et du coup, je me suis dit que véritablement, je voulais connaître à fond, mais profondément la foi. Mais pas n'importe comment, vous voyez. Oui. Il y avait beaucoup d'écoles à l'époque. Moi, j'ai 47 ans, vous voyez, donc je suis un vieux. Il y avait beaucoup d'écoles. Faut pas dire ça. Quand même. Oh non. Ça va encore alors. En tout cas, il y avait beaucoup d'écoles qui ne croyaient plus en rien de ce qui était paranormal. Je voulais vraiment le faire à l'école, je dirais, des papes, du meilleur enseignement, des papes comme Jean-Paul II, à l'époque c'était Jean-Paul II, ça a été Benoît XVI après, et donc à la meilleure école de théologie. Et le plus grand théologien qui a parlé de ces phénomènes-là, c'est saint Thomas d'Aquin. Oui. Donc je suis pas allé n'importe où, j'ai cherché les meilleures études et je n'ai pas regretté du tout. C'est fantastique, vous allez voir, ils abordent les choses vraiment de manière intéressante. Rappelez-nous qui était saint Thomas d'Aquin. Alors saint Thomas d'Aquin, c'est le grand théologien du Moyen-Âge, à peu près, vous voyez, vers le XIIIe, XIVe siècle, un grand théologien qui reprend tous les anciens théologiens, mais je dirais qu'il les synthétise de manière très intelligente à la lumière de la philosophie d'Aristote. Et ce qui est fabuleux chez lui, c'est que il s'intéresse à toutes les sciences, il les intègre dans la mesure où c'est réaliste, et ça lui permet de mieux comprendre ce qu'on appelle la théologie catholique, donc la foi catholique. D'accord. Voilà, on l'appelle le docteur commun. Mais du coup, il s'intéresse à tout, y compris, alors, je dirais, au phénomène du spiritisme, de l'astrologie. Vous voyez, tous les phénomènes paranormaux, il en traite. Par contre, les NDE, il n'en parle pas. Il n'en parle pas, mais dans sa méthodologie, on peut tout à fait en parler après lui. Alors, entrons dans le vif du sujet. Nous allons parler des NDE, des expériences aux frontières de la mort. D'ailleurs, nous avons l'habitude d'en parler dans cette émission avec des témoins, avec des scientifiques. Alors, vous avez étudié, observé le phénomène de NDE et quelle est votre position? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, voyez, j'en ai eu besoin pour ma thèse de théologie catholique. Donc, je vais vous dire, j'ai étudié vraiment pour savoir, dans un premier temps, dans une approche réaliste, indépendamment de la foi chrétienne, si c'était vrai ou si c'était un rêve. Et j'en suis arrivé à la conclusion, vraiment, qu'on pouvait démontrer que c'était vrai, qu'il y avait là-dedans une vraie expérience
Ah non. Ça, on pourra en discuter. Je Ah vous oui. expliquerai comment je suis arrivé à cette conclusion. Oui, nous aussi, on en est arrivé à cette conclusion depuis longtemps. On en reparlera tout à l'heure, plus en détail, mais de conscience délocalisée. Et puis aujourd'hui, on a la preuve que finalement, c'est pas le cerveau. D'ailleurs, on pourrait faire référence à l'expérience qu'a vécue Pamela Reynolds dans les années tout à fait. 90. Mais d'abord, on va rappeler qu'est-ce qu'une NDE et le phénomène de décorporation. Alors, ça, si vous voulez, je vais le faire à ma façon. Oui. Si ça vous intéresse, vous Allez-y. allez voir. Moi, je me suis intéressé aux premières NDE, celles qui ont été repérées dans les années 75, mais en fait, en réalité, il y en a des bien plus anciennes. Saint-Augustin, par exemple, au IVe siècle, il en parle déjà. Mmh. En fait, on lui a raconté qu'un soldat qui était en train de faire sa sieste sous un mur, le mur lui est tombé dessus. Mmh. Et on l'a relevé mort. Le problème, c'est que 2 jours après, il s'est réveillé. Et il a raconté quelque chose qui était véritablement la même chose. Ce qu'on dirait Ouais, un ouais. récit de NDE actuel. Et Saint-Augustin, il en conclut, visiblement, cet homme-là a emmené avec lui ses sensations. Il voyait, il entendait. Tout à fait. Mais malheureusement, ça n'aura pas de conséquences dans l'Église catholique. En Dommage. tout cas, dommage, vraiment, parce qu'il y a eu, du coup, en théologie catholique, vraiment, à un moment donné, des pertes qui auraient pu apporter des éléments. Tout à fait. Dans les années 75, donc, les NDE sont pas connues, elles sont oubliées, et tout d'un coup, grâce au phénomène de réanimation, surtout après un arrêt cardiaque, vous voyez, Alain, moi je me suis occupé principalement des vrais NDE, Oui. pas simplement des comas. Il fallait qu'il y ait un arrêt cardiaque. Oui. C'était important. Parce que il y a d'autres phénomènes qui se produisent avant ou après, ou des gens qui approchent la mort simplement, mais c'était celles-là qui étaient les plus fortes. Eh bien, le médecin américain, le docteur Moody, s'est rendu compte que les gens racontaient à peu près la même chose et qu'il a résumé en 5 phases. 5 phases que je peux vous redonner, mais vos auditeurs les connaissent certainement. Oui, ils hein. les connaissent, mais enfin, allons-y brièvement. Alors la première phase, qui est vécue par à peu près 20% ou 25% des gens qui ont eu un arrêt cardiaque, c'est la décorporation. Ça veut dire que les gens se retrouvent en dehors de leur corps et ils assistent souvent du plafond. Ils voient de leurs yeux, hein. Ouais. C'est pas simplement ils entendent, ils voient de leurs yeux la scène qui est en train de se passer dans la pièce où on essaye de réanimer leur corps. Et alors, ils constatent, parce que les expériences ont été analysées, des tas de phénomènes étonnants. Par exemple, s'ils pensent à quelqu'un qu'ils aiment, qui se trouve à 1000 km, ils se retrouvent auprès de lui. Tout à fait. Je pourrais les multiplier, mais ça, si vous voulez, on développera. Je vais d'abord vous montrer les cinq phases. Ils ont une vue aussi à 360 degrés, ça faut le préciser. Ah oui, alors d'accord, développons cette première phase, parce que de toute façon c'est la plus intéressante. Alors une vue à 360 degrés, ça pour vous raconter, Alain, j'ai un de mes élèves à qui c'est arrivé récemment, qui me l'a raconté, donc autant que je Ah raconte. oui, oh oui, allez-y, racontez-nous. Donc c'est un élève de classe, alors en Belgique on dit la classe de 5e, ce qui correspond chez vous à la première, juste avant la terminale. Il a fait un coma éthylique. Il a fait une bêtise, il a bu une bouteille cul-sec pour des copains, pour se vanter, et il a fait un coma éthylique grave avec 2 arrêts cardiaques. Et alors, il me raconte, il n'était pas fier de ça, évidemment, il a promis de ne pas recommencer, etc. Mais il me raconte qu'il a vu sa mère qui était là, parce que sa mère avait été prévenue par l'hôpital. Ouais. Et effectivement, il témoigne qu'il voyait autour de lui, à 360 degrés, toute la scène, sa mère qui pleurait, le médecin, il a lu le nom du médecin, etc. Alors ça, comme moi, pour la première fois, c'est pas la première fois, mais disons, j'ai en tout cas un de mes élèves qui me le raconte, alors qu'il ne connaissait pas ce que vous dites là, cette vision à 360 degrés, donc autant que je vous le raconte maintenant. En effet, bon. Alors il y a d'autres phénomènes. Par témoignage. exemple, un monsieur, dans les années 75 aussi, qui avait eu un arrêt cardiaque suite à une chute en montagne, il voit un insecte, à peu près à 10 mètres de lui. Et il se dit, mais il est beau cet insecte. Et ses yeux se mettent à zoomer sur l'insecte, au point qu'il pouvait voir des détails microscopiques. Ça veut dire que le sens de la vue est non seulement démultiplié en voyant à 360 degrés, mais un zoom. Tout à fait. C'est incroyable. Oui, je me rappelle une personne dans une interview de Jean-Jacques Charbonnier en France, qui est médecin réanimateur, il nous expliquait que une personne pouvait zoomer, c'est-à-dire que il y avait une infirmière qui avait un tube de rouge à lèvres dans la poche et il a fait un zoom sur le tube de rouge à lèvres qui se trouvait dans la poche de l'infirmière. Oui, voilà. Donc c'est des sens démultipliés. Alors ça, les personnes en témoignent. On pourra parler aussi, si vous le voulez, tout à l'heure, quand on analysera si c'est vrai ou faux, au point de vue critique, des expériences qui ont été prolongées après sur des aveugles de naissance. Voilà, j'allais vous en parler. Toujours la décorporation, donc est-ce que des aveugles de naissance témoignent de la même chose? Et donc des dizaines d'aveugles de naissance ont vu pour la première fois. Et ce qui est très intéressant, c'est ceci. Normalement, si on vous opère et que vous êtes
aveugles de naissance, vous retrouvez la vue, mais c'est atroce. Oui, oui. Parce que vous n'avez pas de distance avec ce que vous voyez. C'est comme si dans votre tête, les choses étaient projetées sans relief. Oui, oui, tout à fait. Comme la vue a un rapport avec la nausée, avec l'équilibre, ces gens-là, avant de s'habituer, ont des nausées pendant des jours et des jours. Là, pas du tout. Des aveugles de naissance qui voient pour la première fois les couleurs, donc ils les ont jamais vues, qui peuvent les décrire après, alors qu'ils n'ont jamais eu l'idée de ce que c'était, et qui voient normalement. Ça veut dire, le relief se fait tout de suite. Et évidemment, quand ils sont réanimés, ils sont aveugles de nouveau, puisque leur sens lui-même, leur organe est mort. Il est atteint dès la naissance. Alors là, ça a été très étudié, et c'est quelque chose de très intéressant à voir, on le verra tout à l'heure. Alors, ce qui prouve bien qu'ils voient avec autre chose. Qu'ils voient avec autre chose. Je pense que vous voulez qu'on aborde cette première phase. Oui, d'accord. Les 4 autres, pour le moment, laissons-les tomber. Ça va? Oui, oui. Alors, je vais vous dire, Alain, ce que je pense. Moi, c'est au point de vue scientifique, vous voyez, c'est pas comme théologien catholique. Oui, 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 oui. Je pense que c'est cette première phase qui est absolument indéboulonnable. C'est la seule que personne ne peut critiquer, et que je dirais, à chaque fois qu'on a eu des critiques par des gens qui disaient « c'est un phénomène dans le cerveau ». C'est un rêve, c'est le cerveau qui va mal et donc qui produit des visions, des lumières. À chaque fois, il faut le noter pour nos auditeurs, à chaque fois, la chose qui résiste à tout cet argument-là, c'est le fait que les gens voient des choses objectives. Objectives. Vous voyez, ils ne voient pas simplement, par exemple, sa maman telle qu'elle était il y a 12 ans. Non, non. C'est sa maman, à l'heure précise où ils ont leur arrêt cardiaque, en robe de chambre rose, par exemple, en train de grimper sur un tabouret et de changer un tableau qui vient de tomber. Donc, quand ils se réveillent, quand ils racontent à leur maman qui vient les visiter à l'hôpital, évidemment, qu'ils l'ont vu changer ce tableau-là à 12h12 tel jour, alors qu'ils étaient en arrêt cardiaque, elle dit « mais comment tu le sais ?» Bah bien sûr. Voilà. Et ça, c'est un argument, Alain, qui est imparable en philosophie. Pourquoi? Parce que c'est pas un rêve, c'est une vision objectivable. Tout à fait. Alors, vous pouvez expliquer par, je sais pas, un truc dans le cerveau, ça veut dire que les personnes, elles se sont déplacées véritablement à l'endroit où était la maman. Et ça, il n'y a pas d'argument. Oui, mais ça tient pas la route, hein. Ça tient pas la route. C'est absolument. Fini. Non, c'est fini. Tous les scientifiques essayent de contrer les NDE. Évidemment, ils glissent discrètement par rapport à cette chose-là. Et moi, à chaque fois,